On parlait justement de financement. Les pays en développement améliorent en tout cas leurs perspectives de développement durable s'ils financent la recherche à hauteur de 1%. Aujourd'hui, on en est loin. Les pays tournent autour de 0,3%. On a 3 pays à peu près qui totalisent plus d'1%. Le Ghana, le Mali, le Sénégal. On a l'Afrique du Sud aussi qui mobilise pas mal de moyens là-dessus. Finalement, ce problème de financement est dû à quoi? Il y a d'autres priorités. Aujourd'hui, l'Afrique se construit, est en pleine effervescence, mais la recherche n'est pas prioritaire, Alfred? C'est une question qu'il faut poser aux chefs d'État africains, et pas seulement à eux, mais à l'Union africaine aussi, puisque c'est l'institution panafricaine qui est censée déployer une politique panafricaine de développement. Le NEPAD est là, qui a évoqué tout ce secteur-là de la recherche du développement économique de nos pays. L'Union africaine a aussi mis un prix scientifique, le prix Kwame Nkrumah. Exactement. Et donc, initiative quand même. Oui, ce sont des initiatives qui sont fort louables, mais qui sont, comme l'a dit Serge tout à l'heure, atomiques au fond. C'est dire que ça n'a pas véritablement d'impact, ça n'a pas véritablement de consistance dans la mesure où ça n'est même pas diffusé à l'échelle du continent. Et donc, il y a là quelque chose qu'il faut que nos chefs d'État comprennent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement sans recherche scientifique, qu'il n'y a pas de développement sans des personnes en bonne santé. Là, aujourd'hui, c'est le domaine de la santé qui est privilégié, des sciences de la vie. Mais oui, justement, pourquoi croit-on que la France, les États-Unis ou tous ces pays-là sont aujourd'hui des puissances internationales, mondiales? Parce que justement, il y a eu cette prise de conscience-là de la recherche. D'ailleurs, il y a un des laboratoires. C'est la recherche qui est finalement la cause de ce retard de développement en Afrique? Non, je pense. Moi, je veux compléter un peu ce que Alfred a dit. Il a complètement raison. Mais si vous voyez, vous avez dit qu'en moyenne, c'est 0,3% des budgets. Mais vous avez cité également d'autres pays qui sont un peu au-delà. Pourquoi? Et quand on fait une analyse simple, on se rend compte que ces pays, c'est ceux-là qui ont misé sur une stratégie, sur une feuille de route claire. Dans un pays, lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez financer, forcément, vous allez y attribuer ou y consacrer la portion congrue de votre budget. Mais si on commence à avoir les objectifs régionaux, sous-régionaux, en sachant que ce qu'on est en train de développer sur le plan scientifique, c'est pour échanger avec d'autres régions, ça veut dire que les moyens qui vont arriver vont être de plus en plus conséquents parce qu'on va savoir exactement sur quoi est-ce qu'on doit investir. Mais on voit que l'Union africaine s'organise récemment. C'était au dernier sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en 2016. Lors justement de cette 26e Assemblée générale, il y a eu la stratégie du développement technologique et scientifique de l'Afrique qui a été adoptée. On en a très peu parlé. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alfred. Est-ce que finalement c'est un désintérêt, là encore, politique, ou alors peut-être même les rôles des médias, parce qu'on en a très peu parlé, et finalement elle a eu lieu. Il y a une stratégie qui a été initiée par l'Union africaine. Oui, je pense qu'il faut ensuite ramener la déclinaison de cette stratégie au niveau de chaque pays, pour que chaque pays se retrouve dans un ensemble. Mais si on veut coopérer au niveau continental, oui, peut-être que cette vision la coopération au niveau continentale s'organise dans les pays aussi, parce qu'il faut savoir quelle est la part du travail qui revient à chacun des pays. Donc il ne suffit pas d'aller dans un sommet continental et de décider ensemble. Il faut ensuite s'approprier ce qui a été décidé et identifier pour chaque pays ce qui revient à faire avec des éléments d'évaluation à fréquence régulière, de manière à ce que les sommets successifs puisse permettre de faire le point, de savoir faut-il plus de moyens, comment est-ce qu'on avance, avec qui on peut travailler, quelles sont les zones qui sont les plus en avance, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se renforce de plus en plus au niveau régional, sous-régional. Moi, je crois que c'est un problème de coordination entre ce qui se décide dans les pays et ce qui se décide au niveau des continents pour que ça puisse prendre une plus-value mesurée. Alfred, les décisions sont souvent prises sur la base d'intérêts économiques et politiques à court terme plutôt que des intérêts à long terme, en tout cas pour les populations de la planète. Comment améliorer la synergie entre la science et la prise de décision? Comment on amorce ça pour que finalement il y ait des résultats concrets au niveau de la recherche? Oui, Diarra, c'est une question fondamentale, surtout pour nos pays africains. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à, je dirais, moyen terme et puis à long terme, et plutôt à long terme.
Si on a cet horizon-là avec soi, alors on peut mettre en place des politiques qui tiennent compte justement des impératifs de développement, des impératifs de la promotion de la science. Les résultats de la science ne sont pas, j'allais dire, immédiats. Parce que ça nécessite justement beaucoup de patience. Est-ce que cette dimension temporelle est justement prise en question? Parce que finalement, peut-être que le chercheur de 40 ans va devoir laisser ses travaux à un plus jeune chercheur. C'est une question qui se pose aussi de la continuité justement de la recherche et de la constitution des équipes de recherche, des laboratoires de recherche. C'est pourquoi je dis, plus qu'au niveau des États, je pense au niveau des sous-régions. C'est-à-dire, là, les moyens peuvent être mis en commun et puis les chercheurs rassemblés autour d'un laboratoire ou central qui s'occuperait justement de savoir, dans une telle sous-région, voici les priorités de la recherche scientifique, comment est-ce que nous mobilisons les scientifiques de chacun des États pour travailler, mettre en commun les moyens et les recherches. Monsieur Dosso-Yobo, vous êtes d'accord avec cette mutualisation plutôt au niveau pas continental, plutôt régional que continental, voire mondial? Oui, parce que les sous-régions de chacun des continents sont spécifiques et peuvent être regroupées justement selon leurs intérêts. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud, qui n'a pas le même niveau de développement qu'un pays comme le Mali, par exemple. Or, le Mali, le Sénégal, la Guinée ont été tous, face au problème d'Ebola l'année dernière et l'année d'avant. Et donc, sont des pays qui peuvent ensemble faire face à ce type de problématiques. Donc, en termes de mobilisation de ressources scientifiques, de ressources financières et matérielles, elles ont plus un intérêt à converger ensemble et qu'à travailler toutes seules, d'une part, ou alors avec des pays, avec des régions sur lesquelles les mêmes problématiques ne se posent pas. On va donner la priorité à cette cérémonie. Sa contribution exceptionnelle au développement des outils de contrôle des maladies transmissibles comme l'applaudisme et la maladie orphanée ou négligée de la pauvreté. Je félicite le professeur Balram Bhagravan de l'Inde, professeur de cardiologie de l'Institut de sciences médicales dans l'Inde, pour sa contribution au développement des outils innovants et abordables dans le traitement des maladies cardiovasculaires avec un impact social énorme de l'environnement pauvre. Je félicite le professeur Amadou Al-Fassal du Sénégal, directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Dakar, pour ses contributions à la mise au point de mesures de lutte contre les maladies comme la tuberculose, l'applaudisme, le VIH-Sida et la pathogène entérique. Chers lauréats, par vos recherches, vous montrez qu'il n'y a pas de frontière entre les recherches fondamentales et la recherche appliquée. Il n'y a qu'une science au service de bien commun. On peut savoir qui parle. Chacun de ces projets prouve que les hommes, les femmes et les enfants peuvent, par la science, espérer une vie meilleure, plus digne, plus sûre, et c'est le combat de l'UNESCO. Chacun de ces projets est une inspiration pour les professionnels et les enfants qui rêvent de science et feront la découverte de demain. Le reitero mi agradecimiento de esto también saluda a la Guinea Ecuatorial por su apoyo a la investigación científica en la ciencia de la vida, por lo cual esta ceremonia representa un símbolo fuerte. Muchas gracias, and I hope I didn't massacre Spanish. Merci beaucoup and thank you very much. Merci à vous également, Monsieur le Directeur général adjoint. El Excelentissimo Señor Vice-Primer Ministro de la República de Guinea Ecuatorial,
nos hace el honor de participar en esta ceremonia. Le Premier ministre nous fait l'honneur de participer à cette cérémonie. Sa présence très symbolique est la preuve de l'engagement continu de son pays à l'égard de la science. C'est un honneur très particulier que d'inviter le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale à prendre la parole. Excelentísimo señor director general adjunto de la UNESCO, excelentísimo señor presidente del Consejo Ejecutivo, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs. Au début de cette intervention, permettez-moi en premier lieu de vous expliquer le motif de l'absence de son Excellence le Président de la République, chef d'État et du gouvernement de la République Guinée équatoriale, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, qui, compte tenu des responsabilités dues à la célébration imminente le 12 octobre dans le pays de la fête de l'indépendance nationale, n'a pu être présent à cette manifestation. Il m'a délégué, il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Le message de son Excellence de la République est le suivant. Je me sens particulièrement satisfait d'être parmi vous cet après-midi pour participer à la remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale de recherche en sciences de la vie qui célèbre aujourd'hui sa 3e édition. Comme vous le savez, cette 3e édition a été reportée plusieurs fois compte tenu des actes liés au terrorisme, des actes qui avaient endeuillé la France et préoccupé le monde entier. Même si un an s'est passé depuis lors, nous exprimons notre condamnation et notre rejet de ces actes qui ont conduit à tant de centaines de victimes et ont causé des blessures graves chez beaucoup de personnes. Nous profitons de l'occasion pour exprimer notre condoléance et notre solidarité aux familles des victimes que nous accompagnons dans leur douleur. La Guinée équatoriale réitère son engagement vis-à-vis de l'UNESCO, organisation dont le rôle est de plus en plus pertinent chaque jour en matière de développement humain. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici réunis pour rendre hommage aux 3 éminences scientifiques. Et permettez-moi de les remercier lorsque je constate la qualité des travaux des 9 chercheurs qui ont été les lauréats sous l'égide de l'UNESCO depuis la première édition. La Guinée équatoriale, par mon entremise, exprime tous ses remerciements à l'UNESCO pour l'action du jury qui est fondé sur l'excellence. Cette cérémonie est la preuve du profond respect que nous avons en matière de capacité d'imagination et de créativité humaine, éléments qui sont moteurs du changement social. Et dans les travaux sélectionnés pour cette 3e édition, je vois la source inépuisable du progrès, de l'optimisme et de l'espoir que suscitent les découvertes et les innovations technologiques de nos scientifiques pour résoudre certains problèmes qui affectent aujourd'hui l'humanité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais exprimer ma reconnaissance au professeur Balham Bargana pour sa contribution dans le traitement de maladies cardiovasculaires en utilisant des dispositifs novateurs et efficaces pour lesquels l'impact social est considérable auprès des populations dénuées de ressources. Son action est la preuve que toutes les réussites de la science peuvent bénéficier à tout le monde lorsque la volonté et l'effort de la solidarité sont alliés. Je voudrais remercier également le docteur Manuel Barral Neto pour ses importantes contributions au développement de la science et des instruments de contrôle de diverses maladies telles que le paludisme, qui continue à être un vecteur de mortalité significative dans de nombreux pays en développement. Et de la même
façon, je manifeste ma reconnaissance au Dr Amadou Alpha Sall pour ses contributions significatives dans l'élaboration et la diffusion des instruments de diagnostic et de contrôle de maladies virales, parmi elles l'Ebola, le chikungunya et la dengue. J'aimerais féliciter une fois encore les 3 lauréats qui, par le biais de leur projet, nous montrent qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'ils veulent changer le monde, mais ils le démontrent par leur dévouement à réaliser véritablement ce changement. Son désir d'excellence, leur curiosité, leur capacité à maintenir leurs efforts a permis de remplir une mission essentielle pour la santé des populations en améliorant ainsi la sécurité et la qualité de la vie humaine. À l'heure actuelle, nous aimerions remercier une fois encore les chefs de l'État de l'Union africaine, à Madame la directrice générale de l'UNESCO et à tous les ambassadeurs délégués permanents auprès de l'UNESCO, ainsi que personnalités qui nous ont accompagnés au cours de la remise de la 2e édition du prix à Malabo en 2014. Mesdames et messieurs, ce prix revêt pour moi une double signification. Il s'inscrit dans la ligne de l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, qui ont trait à l'amélioration de la santé et des conditions de vie des peuples. Et en même temps, c'est l'engagement ratifié par la démocratie équato-guinéenne de soutenir et de récompenser l'excellence d'entreprises scientifiques qui contribuent de façon significative à l'amélioration de la qualité de la vie sur toute la planète et particulièrement dans des pays où les populations sont encore très vulnérables face aux épidémies et aux maladies. Néanmoins, il convient de se rendre compte que bien que beaucoup de pays en développement investissent en santé et dans d'autres domaines liés à la vie humaine, il y a encore de grandes différences entre les pays en développement et les pays développés. Le renforcement du rôle de la science dans la création d'un monde plus juste exige un engagement à long terme de toutes les parties intéressées. Par exemple, les pays développés, les pays en voie de développement, le secteur privé et le secteur public. C'est donc par le biais d'un dynamisme de la solidarité internationale, en passant par la mutualisation de nos efforts et de nos forces, que nous arriverons à réduire ces écarts. Comme le disait le scientifique Franklin, le devoir de tout être humain est d'être utile aux autres. Le prix international UNESCO Guinée équatoriale émane d'une vision analogue. La Guinée équatoriale pense que c'est le moment d'encourager la solidarité nord-sud et de renforcer la coopération sud-sud dans le domaine des sciences de la vie en intensifiant ces interactions. Dans ce contexte, compte tenu du panorama actuel caractérisé par les pandémies, les victimes du terrorisme, les guerres, les menaces contre la biodiversité mondiale, le prix international UNESCO Guinée équatoriale implique pour nous un exemple de l'attitude bienveillante et de main tendue et humanitaire de la République de Guinée équatoriale au monde dans son ensemble. Cette disponibilité de soutien de la part du gouvernement de Guinée équatoriale face aux catastrophes qui menacent des millions de vies humaines est l'expression claire de sa solidarité vis-à-vis des autres peuples grâce aux contributions économiques et morales qu'il apporte de façon désintéressée. Mesdames et messieurs, la construction d'une culture de paix est au centre même du mandat de l'UNESCO. La prévention des conflits et la consolidation de la paix font partie de ses priorités. C'est la raison pour laquelle il est important de rappeler ici que l'UNESCO ne doit pas être un lieu de déception et ne pas être un lieu où l'on n'apprécie pas les bonnes initiatives présentées par les uns et les autres. L'UNESCO ne doit pas être le lieu de naissance des conflits ou le lieu où ces conflits se ravivent. Tout au contraire. La Guinée équatoriale pense que l'UNESCO est la maison où la paix, la tolérance et le respect des États, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient industrialisés ou en processus de développement, doivent régner. C'est doit être essentiellement le lieu où les grands esprits doivent se lever pour construire les barrières de la paix en acceptant et en soutenant les bonnes initiatives des uns et des autres parce que nous faisons partie d'un monde commun qui doit être pacifique et plus juste. Pour l'ensemble des membres de notre organisation, ce qui est important, ce n'est pas d'élever des murs, mais bien d'articuler la coopération internationale, construire les défenses de la paix, mettre la bonne entente et l'intérêt mondial en haut des priorités. Et c'est ainsi qu'une paix durable au niveau mondial pourra être consolidée.
Et cette paix commence dans notre organisation commune, l'UNESCO. Une analyse rétrospective nous rappelle qu'en 1945, l'UNESCO est née. Et sa finalité était d'éviter les conflits et les affrontements qui ont caractérisé le début du XXe siècle, en donnant la priorité au dialogue, à la tolérance et au respect mutuel pour arriver à une paix véritablement durable par le biais de l'éducation. Même si l'actualité reflète le conflit armé dans différents lieux de notre planète, nous sommes témoins de l'émergence de maladies endémiques, de pandémies, de la faim et de catastrophes naturelles dont les effets détruisent de façon implacable des millions de vies humaines. Lutter contre cette réalité, c'est l'objectif de la Guinée équatoriale lorsqu'elle offre à l'UNESCO de gérer ce prix. Mesdames et messieurs, depuis l'adoption de notre plan stratégique Guinée équatoriale Horizon 2020, en 2007, nous avons accordé la priorité à l'éducation, à la santé et à la culture. Nous avons investi de façon considérable dans la construction de centres d'enseignement technique, de campus universitaires, de centres hospitaliers et de centres culturels dont le pays a tant besoin. Les progrès que nous avons engrangés dans différents champs sont considérables. Et notre objectif, c'est de poursuivre l'investissement dans ces secteurs dynamiques, car nous croyons que l'innovation dans ces domaines constitue des références de base pour une relance économique durable pour nos enfants et les futures générations. Dans le cadre de ce même plan stratégique, notre objectif est de faire en sorte que notre jeunesse et notre chercheurs soient partie prenante des progrès scientifiques et de la découverte de traitements contre des maladies telles que le paludisme qui nous affectent au jour le jour, ainsi que comme les maladies causées par différents virus. C'est la raison pour laquelle dans le pays, nous soutenons des projets de recherche comme ceux qui sont conduits par un groupe de chercheurs équato-guinéens et leurs homologues américains et tanzaniens pour la fabrication d'un vaccin contre le paludisme. Nous nous félicitons de cette initiative compte tenu des résultats obtenus suite à la première phase d'essais cliniques qui se sont révélés satisfaisants et prometteurs. Mesdames et messieurs, pour terminer, la Guinée équatoriale souhaite profiter de ce moment pour réitérer son engagement vis-à-vis des idéaux de l'UNESCO. Et nous encourageons l'UNESCO à poursuivre la mise en place de politiques plus intégrées en matière sociale, en matière économique et environnementale pour atteindre un véritable développement durable de ses États membres. La science est un patrimoine de l'humanité et le prix international UNESCO Guinée équatoriale est essentiellement de caractère humanitaire et n'admet aucune type de discrimination car elle a été créée en faveur de l'humanité. Il n'est exclusif d'aucun continent ni d'aucun groupe racial ou ethnique. Et nous exprimons notre satisfaction lorsque nous constatons qu'au nombre des lauréats, il y a des scientifiques de presque tous les continents. Cet esprit conduit la Guinée équatoriale à développer des contacts de proximité avec l'UNESCO et à partager ses programmes et ses projets, car nous pensons que l'humanité a besoin d'une science qui résolve ses nécessités les plus importantes et les plus fondamentales, comme l'accès à une eau propre et potable, la disponibilité de bons systèmes d'assainissement, la prévention et le traitement du VIH-Sida, les soins de première nécessité et l'amélioration de la qualité de vie pour tous. Nous soutenons l'UNESCO car à ses côtés, nous comprenons qu'il est possible de développer une science qui permet de mieux comprendre les grands processus de la transformation de l'environnement, d'utiliser les ressources naturelles de façon durable et atténuer les conséquences des catastrophes naturelles. Vive l'UNESCO, vive la science, vive le prix international UNESCO Guinée équatoriale de recherche sur les sciences de la vie. Merci beaucoup.
Nous venons donc de suivre en direct l'intervention du deuxième vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, Angel Massié Meboui. Avant de revenir sur l'historique du prix, on va réagir aux propos du deuxième vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, qui est notamment revenu sur l'absence du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo. Il a invoqué la fête nationale, les préparatifs de la fête nationale équato-guinéenne. Il est aussi revenu sur les lauréats, les 3 lauréats de cette année. Il a rappelé l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'excellence et pour la recherche sur le continent et partout dans le monde. Il a également souligné et insisté sur la coopération africaine qu'il faut renforcer davantage. Alfred, je me tourne vers vous avec ce prix. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit pour l'Afrique noire de renouer avec sa tradition scientifique ? Alors, je dirais surtout de s'inscrire dans l'esprit qui a été initié par l'UNESCO depuis sa fondation, depuis sa création. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de scientifiques de renom en Afrique, on connaît, qui ont travaillé soit dans le domaine médical, dans le domaine physique, Cheikh Anta Diop pour ne pas le nommer, dans la recherche sur le VIH-Sida, etc. Mais ce sont, j'allais dire, des recherches qui sont un peu éparpillées, sporadiques, qui ne sont pas vraiment coordonnées. Et souvent, ces chercheurs n'ont pas bénéficié des moyens conséquents pour pouvoir justement développer leurs recherches et puis éventuellement les traduire en un effet pratique. Donc il y a déjà cela. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une vitrine, en quelque sorte, pour la Guinée équatoriale. C'est en même temps son inscription dans ce continuum de recherche internationale initié par l'UNESCO, pour favoriser justement non seulement le rapprochement des peuples, mais surtout des chercheurs, des horizons différents, des pays différents, et montrer qu'aussi l'Afrique peut contribuer à sa façon, à sa manière, à son niveau justement à la promotion de la science et en particulier des sciences qui s'occupent des maladies tropicales, comme on dit.